en météo marine, on peut avoir soudainement de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre 35-40 nœuds et qui peuvent mettre un petit peu en danger si vous êtes sur une embarcation. On peut tout simplement observer le ciel, hein, si on voit que ça bourgeonne, hein, c'est ces fameux choux-fleurs dans le ciel, on sent que ça noircit à l'horizon, et bien là c'est vrai qu'il ne faut pas tarder, hein, il faut vite rentrer avant justement ce phénomène intense qu'est le passage de l'orage. Il y a effectivement des observations faites par les maîtres nageurs sauveteurs. Vous avez également en général d'afficher à la capitainerie les prévisions météo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour bien observer l'évolution des paramètres météo qui vous concernent. Il faut être très vigilant au niveau du risque à la direction du vent. Par exemple, si vous avez un vent de terre important en cours de journée, on a ce qu'on appelle les brises de mer, les brises de terre. Alors il arrive parfois que le vent vienne de la terre, et bien ça va pousser évidemment la planche à voile ou encore le voilier vers la mer. Et si vous êtes en planche à voile, eh bien il faudra un peu anticiper la chose. Hein. Si vraiment ce vent se renforce, vous allez avoir du mal à revenir, par exemple. Les risques effectivement sont différents selon les régions. Si vous êtes par exemple sur le bassin méditerranéen, il faudrait être vigilant au Mistral qui peut se lever très brutalement selon les situations. On passe quasiment du calme plat parfois à 80 km/h de vent. Donc vigilance à bien suivre là aussi les prévisions. Si vous êtes par exemple sur le bassin atlantique, il faut se méfier en été des phénomènes de galerne. C'est quoi une galerne? C'est quand on a de l'air plus frais qui arrive par l'Atlantique et qu'au contraire sur la plage il fait très chaud, on a parfois 30 degrés. Et bien cette arrivée brutale d'air frais se traduit par l'arrivée de nuages très sombres et puis surtout un fort renforcement du vent. Là aussi on peut passer très rapidement à un vent faible jusqu'à des valeurs de vent de 45-50 nœuds qui peuvent engendrer des dégâts. Donc prudence et observer là aussi le ciel, hein, si ça se couvre rapidement, si l'atmosphère devient brumeuse, eh bien c'est signe justement de cette dégradation. L'échelle de Beaufort, c'est tout d'abord une échelle de référence pour tous ceux qui naviguent. C'est une échelle de référence qui indique la force du vent. L'échelle Beaufort varie de 1 à 12. 1, on est dans des conditions de vent très faibles. 12, c'est le maximum. Force 12, c'est la forte tempête. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'on parle de vent moyen. C'est-à-dire que le vent que le plaisancier ou même que le navigateur averti ressent le plus souvent. On ne parle pas de rafale, on reste sur les vents moyens. Le plaisancier, disons l'amateur, ce qu'il va surtout regarder, c'est les forces de vent, l'échelle Beaufort, autour de force 3 à 4. C'est vraiment les petites conditions très sympathiques, les petits airs qu'aiment les navigateurs. En dessous, les vents sont très faibles. Alors quand on navigue à la voile, quand on a peu de vent, évidemment, ce n'est pas favorable. Par contre, à partir de force 4 à 5, on commence à se poser des questions, surtout que bon nombre de personnes, les amateurs, souhaitent une navigation sécuritaire, une mer assez calme, des vents pas trop forts. À partir de force 5, ça devient un petit peu problématique. Il peut y avoir des fois des dérives de situation qui nous amènent à force 6. Et là, on est dans les échelles Beaufort de vent assez fort à fort. Donc là, on met des avis de vent frais, de grand frais, force 7, avis de coup de vent, force 8, avis de fort coup de vent, force 9. Et après, on est au stade de la tempête. C'est le moment de notre enquête du vendredi et nous allons parler du changement climatique vers un nouveau scénario. C'est la question posée. Régis tentera d'y répondre. Nous profitons justement de la préparation du nouveau rapport du GIEC qui devrait sortir en 2014. Alors le GIEC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Sa mission est d'évaluer le changement climatique et d'éventuellement de trouver des moyens pour en atténuer les risques. Il a déjà sorti plusieurs rapports. Le premier date de 1990 et le dernier de 2007. Alors Régis, concrètement, à quoi ça ressemble un rapport sur le climat du GIEC? Écoutez Karine, vous venez de le dire, hein, c'est un gros rapport. Voici celui de 2007 qui fait référence. Et jusqu'à présent, il n'y en a pas eu de nouveau. Le nouveau actuellement est à l'étude, il est même en phase de relecture et il devrait donc sortir en 2014. Alors il y a 274 pages dans le dernier, y compris les annexes bien sûr. Et comme vous vous en doutez Karine, j'ai tout lu le soir du réveillon.
Eh bien, bravo! Et justement, un nouveau rapport est en préparation pour 2014. Donc, regardons les grandes thématiques abordées dans ce rapport actuellement en relecture. Comme l'a dit Régis, il y aura un point sur le changement climatique. Les aspects socio-économiques seront abordés, des informations régionales également. Et le but sera de stabiliser les gaz à effet de serre. Mais attention, rebondissement. La semaine dernière, Régis, il y aurait eu des révélations prétendant que le GIEC aborderait le changement climatique sous un nouvel aspect. Alors, qu'en est-il? Alors tout d'abord, ce ne sont pas vraiment de réelles révélations, il n'y a pas de secret, Karine. Tout simplement, comme le futur rapport est en phase de relecture, effectivement, il y a plus de 800 scientifiques et climatologues dans le monde entier, y compris en France, qui ont déjà lu. Eh bien effectivement, Karine, pour le rapport 2014, il y aura au moins 2 nouveautés a priori abordées par le GIEC. Ça sera d'abord de faire le point sur les émissions de gaz à effet de serre, comme vous le disiez, effectivement, ça c'est pas nouveau. Mais en plus, il y aura un deuxième aspect qui sera abordé a priori, c'est la petite nuance nouvelle, effectivement, c'est le GIEC, a priori, risque de mettre l'accent sur le rôle du rayonnement solaire. Ce n'est pas un scoop pour les climatologues. On sait très bien que dans l'histoire des temps géologiques, le rayonnement solaire a toujours eu une influence, plus ou moins indirecte, sur le climat. Et bien là, pour la première fois, le GIEC pourrait commencer peut-être à établir quelques modélisations de l'impact du rayonnement solaire, en plus des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, sur l'évolution du climat. Et je vous laisse retourner à votre place habituelle, Régis, puisqu'on va revenir un peu plus en détail sur ces 2 points. Alors, tout d'abord, que sait-on du rôle du Soleil dans l'évolution du climat ? Écoutez Karine, voici donc une courbe évolutive bien connue de tous les climatologues depuis le Moyen-Âge, on va dire. Donc voici la courbe des températures par rapport à une moyenne standard, globalement plutôt pour l'hémisphère nord. Et voici en orange les variations des cycles solaires, ce que l'on appelle le rayonnement solaire, ou autrement dit l'irradiance. On voit très bien qu'une corrélation existe, elle est bien connue, entre les cycles solaires intenses et de hautes températures. Lorsque les cycles solaires sont au plus bas, les températures rebaissent et notamment, ce fut le cas entre 1600 et 1800, on appelait ça donc le minimum de Maunder et le minimum de Dalton, c'était le petit âge glaciaire à l'époque de Louis XIV par exemple, où les températures étaient froides sur l'Europe de l'Ouest, avec notamment une extension des glaciers. Actuellement, le cycle solaire 24 se termine, cela pourrait repartir à la baisse et les températures en effet, depuis une quinzaine d'années, sont en phase de plateau. Le réchauffement s'est tout à fait stabilisé. Et on revient maintenant sur le deuxième point, Régis. Alors, est-ce que les derniers résultats sur le réchauffement climatique rejoignent les prévisions du rapport de 2007 ? Pas tout à fait, Karine. Alors il faut bien le reconnaître, le réchauffement climatique existe depuis le début du XXe siècle. Cependant, depuis les premières études et les premières modélisations du GIEC, dans les années 90, les scénarios d'élévation de la température étaient très diversifiés. Le scénario haut devrait déjà nous placer ici, à plus 0,8 degrés par rapport au niveau de référence. Le scénario le plus bas devrait nous placer ici, en 2012, aux alentours de plus 0,3 degrés de hausse. Or, si l'on étudie désormais les courbes de température observées, on voit qu'après une hausse maximale dans les années 1998, ça s'est un peu stabilisé avec une courbe qui repartirait peut-être très légèrement à la baisse. Donc on est vraiment au niveau le plus bas des scénarios les plus bas envisagés par les modèles du GIEC. Et une dernière question, Régis. Il y a quelques jours, une étude américaine a révélé le fait que l'Antarctique se réchaufferait rapidement, dangereusement. Alors, qu'en est-il ? Oui, alors Karine, c'est une étude effectivement que l'on ne peut pas contester, publiée par la très sérieuse revue Nature. Cependant, ça tombe un petit peu mal. C'est juste pour dire effectivement que sur l'ouest de l'Antarctique, le réchauffement serait plus intense que sur l'ensemble de la planète, plus 2,4 degrés depuis 1958. Mais il faut également savoir que l'hiver passé, l'Antarctique a battu son record d'extension de la banquise, donc il faut le dire aussi, et d'autres études prouvent également que sur l'est de l'Antarctique, là, la tendance serait à un très léger refroidissement. Donc vous voyez, pour l'instant, on ne peut pas tirer de conclusions réelles et sérieuses de cette étude dans le contexte du réchauffement climatique global. Merci d'être toujours aussi fidèle à cette enquête du vendredi et la semaine prochaine, nous parlerons du bilan de l'année 2012. Nous aborderons tous les grands événements météo qui ont marqué cette année avec Cyril Duchesne. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne visite sur la chaîne météo.com.
Pardon, excusez-moi. Retard du poste d'avant. Oui. Du vendredi qu'ils ont laissé. Parce qu'ils laissent, hein, ils savent que nous on est là, ils laissent. Hein. Vas-y, démerde-toi. Hein. Donc là, il nous faut déjà 3-4 heures, ouais, plus que ça, parce que je t'ai dit 4-5 heures pour rattraper. Rattraper. Ah ouais, oui. Ah ouais, Ah ouais. ouais, là ça passe. Donc là, ça passe déjà. Et quand t'as déjà fait 4-5 heures, il y a presque déjà que la moitié. Ouais. Et là, c'est l'heure de manger. Donc on mange, Comment tranquille, ça ouais. une demi-heure. Hein. Et un peu plus, des fois, ça serait pas à faire avec le café. Hein. Donc ça déjà la moitié du poste. J'arrive 1 heure avant la fin. J'arrive. Les gars, eux nettoient un peu leur place et machin et tout ça, et ils rangent un peu, et puis moi je coupe toute l'installation parce qu'il faut tout couper, il faut tout fermer, après les portes, vous avez des portes, grosses portes coup de feu, pour pas qu'il y ait casser un incendie. C'est des toutes grosses portes, donc chaque porte faut que je les ferme. Ah ouais, faut pas oublier. Ah ouais, faut pas que j'oublie quoi. Ça te casse le pied que j'écoute de la musique en fait. Hein. Incroyable. Oh, c'était juste pour te filmer, ouais, quand tu dis quoi. Oui, aussi. D'habitude, c'est que 3 fois, c'est pas 6 ou 7 fois. Oui, mais comme ça, il y a un mix sur son téléphone. Con quoi. Oh, Noupi, tu me parles meilleur? Et quand, Noupi.